sur le plateau de Direct Investisseur. Il est 9h20 et nous recevons Louis-Antoine Michelet, analyste indépendant. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour Anne-Laure. Alors ce matin, vous nous présentez le parcours boursier du groupe Lacroix et éventuellement une valorisation par analyse financière. Exactement, exactement. Alors, ma première question, c'est parce qu'on en discutait justement, moi je n'ai absolument pas compris ce que faisait ce groupe. Donc que fait le groupe Lacroix? Alors, en gros, ce qu'on dit de façon très globale, c'est que le groupe Lacroix, c'est un équipementier électronique. C'est-à-dire qu'en fait, il va concevoir, il y a trois activités. La première, donc, c'est la conception et la fabrication d'équipements électroniques, ce qui représente 70% de son chiffre d'affaires. Et la deuxième et troisième, c'est la fabrication de ce qu'ils appellent l'intégration dans une ville intelligente de panneaux de signalisation, par exemple, qui vont pouvoir justement, en fonction, je dirais, de l'état du trafic, en fonction de contraintes particulières, eh bien, adapter, réguler le flux, en fait, de véhicules et éventuellement de passants. On parle également de la lumière, etc. Donc, on est dans une logique intelligente. Et enfin, on a la télégestion, ce qu'il appelle la télégestion à distance, c'est-à-dire qu'en fait, alors, il faudrait pouvoir peut-être mieux le déterminer, mais en tout cas, spécialisé dans tout ce qui est fluide, beaucoup, alors l'eau, c'est beaucoup l'eau, en fait, qui travaille, et en fait, en fonction de petits équipements qu'ils arrivent à implémenter dans je dirais, les appareils et la technologie de leurs clients, ils arrivent à réguler, pareil, les flux en fonction de la demande. Donc typiquement, on prend une canalisation, on fait passer de l'eau dedans, et en fonction, je dirais, de la demande, en fonction des horaires, et ben, ils sont capables, à partir de leurs équipements électroniques, d'anticiper et de réguler ce flux-là. Donc il y a une actu sur ce groupe, je crois, les résultats. Exactement, exactement. Alors en fait, ils publient leurs résultats 2018, du premier semestre 2018 ce soir. On a déjà eu des premières informations sur leur niveau de chiffre d'affaires uniquement pour le premier semestre, et qui globalement ressort dans les lignes de ce qu'attendait le consensus, un peu moins, juste un peu moins. Donc c'est pour ça qu'il y a eu peut-être un peu de chahutement, de chahut sur la valeur, mais typiquement on attend de voir, mais globalement c'est ce que je vous mets, hein, donc par division, donc soit Lacroix électronique, donc c'est l'industrialisation des fonctions électriques, Lacroix télégestion, 70%. Exactement, c'est 70% de leur chiffre d'affaires. Et bien, est en croissance au premier semestre 2018 par rapport au premier semestre 2017 de 7,9. Lacroix Sovrel, donc c'est la télégestion à distance, prend 7,4%, et la mobilité intelligente, donc les Smart City, prend 7,4%. Donc c'est typiquement, c'est dans les lignes de ce qu'ils annonçaient. Ce qui verra après, on pourra le voir ensemble, enfin on le verra ensemble, mais ce qui me permet ensuite de valoriser peut-être un peu plus précisément l'évolution de la valeur de la société. Pourquoi des fondamentaux solides? Parce que, eh bien, on a une structure financière qui est saine. Alors, tout dépend de comment on la calcule. Moi, je parle de gearing net. Donc, ça veut dire que je prends la dette nette, c'est la dette long terme et court terme de laquelle je défalque la trésorerie. Et donc, j'arrive à une dette nette que je rapporte au capitaux propres. Et là, je trouve 0,3, donc 30% exactement. Ceci étant, si on prend que les dettes financières, court terme et long terme, on arrive à un gearing qui approche les 50-55%. Donc, tout dépend de la lecture qu'on a. Qui est moins significatif? Qui est plus significatif, en fait. Ben, ça veut dire qu'en fait, leur capacité d'endettement, on va dire que leur capacité d'endettement est moins importante. Un levier, un gearing à 0,3, c'est intéressant. Ça veut dire que typiquement, la société peut aller à 0,5, 0,6 facilement. 0,54, ça veut dire que, je dirais, l'espace, la possibilité de s'endetter pour améliorer sa rentabilité, eh bien, est un peu moindre. Donc, par habitude, je fonctionne avec du gearing net, donc je garderai le net. Et donc, pour moi, 0,3, c'est un bon ratio. Un pair à 12,67, alors ça, j'ai mis entre parenthèses, le marché est à 25,63. Donc l'industrie, le secteur industriel de Lacroix Group est à 25,63 quand la société est à 12,67. Donc typiquement, oui, un vrai écart. Il y a un vrai écart, mais surtout ça veut dire qu'il y a de la place. Ça veut dire que potentiellement, ça peut être intéressant de rentrer au capital de cette société qui semble être un peu sous-valorisée aujourd'hui. Elle est seule, excusez-moi, il y en a, avec quelle boîte on peut... Il y a Legrand, également Legrand électronique qu'on pourrait rapporter. Alors dans ma méthode des multiples, l'idée c'est de comparer à un maximum de sociétés qui ont un modèle économique assez proche. Sur Lacroix Group, j'en ai trouvé plus que d'habitude, c'est-à-dire que typiquement je dois tourner à 15-20 sociétés que j'estime plus ou moins comparables, hein. C'est-à-dire que j'ai pas une taille de chiffre d'affaires parfaite, etc. Mais en tout cas, ça me permet d'avoir, je dirais, des repères suffisamment intéressants pour pouvoir essayer justement de comprendre, de situer la société dans son marché. Et donc typiquement, un pair à 12,67, c'est intéressant. Un retour sur capitaux propres de 8,95, donc pareil, le marché à 8,97. Donc typiquement, on est dans la moyenne, on est bon. Et enfin, la société propose un dividende
un rendement calculé à 1,92 quand le marché est un peu supérieur, mais typiquement on verra pourquoi. Alors il y a une raison probable, c'est que comme on le voit sur le graphique aujourd'hui, ici, donc on voit que sur les exercices 2015 et 2016, malgré la croissance du chiffre d'affaires, les marges opérationnelles ont chuté de façon chute. Alors mais en tout cas c'est très clair. Donc la première chose, 2016, fin 2016, début 2017, ils nous expliquent qu'ils vont mettre en place un plan de restructuration que j'ai appelé le plan 2020, je ne sais plus comment il l'appelait, mais toujours est-il qu'ils cherchent à améliorer leur rentabilité en rationalisant leurs activités et leurs investissements, ce qui se voit sur 2017 et sur 2018, dans la mesure où le chiffre d'affaires est en croissance, mais également ils retrouvent des niveaux de marge opérationnelle, je dirais, positifs. Ceci étant, dans, je dirais, la compréhension du modèle économique et la valorisation de la société, ça m'a semblé un peu plus compliqué que d'habitude. Il y a des sociétés dont le modèle économique est très clair, très linéaire, très facile à comprendre, et auquel cas, notamment par les DCF, c'est facile de tirer des modèles. Et ensuite, c'est lié au fait que les trois activités sont vraiment différentes? Alors, je pense que c'est plus conjoncturel. Je pense que c'est conjoncturel, mais alors c'est évidemment lié à la structure de la société dans la mesure où, effectivement, si les marges baissent comme ça, c'est qu'à un moment ou à un autre, le modèle économique n'a pas su s'adapter à son marché. Ceci étant... Mais quelle explication ils ont? Comment ils ont justifié cette chute? Ils justifient ça par la baisse de leurs marchés principaux. Ah oui. Je dirais... alors, ce qu'ils mettent en avant pour 2018, c'est leur industrie, leur secteur industriel. Donc, c'est les 70% de chiffre d'affaires. Ils disent que leurs usines, en Pologne notamment, fonctionnent très bien. Donc, on peut imaginer que leurs usines en 2015 et 2007 fonctionnaient moins bien. Je pense que c'est très clairement... il y a un virage dans ce marché-là. Ce qu'on appelle, alors, eux, ils appellent ça de la digitalisation 4.0. On pourrait appeler ça, alors 4.0, pourquoi pas, mais en tout cas, c'est très clair qu'aujourd'hui, ils cherchent à rendre intelligents, en fait, tous les systèmes industriels qu'on peut retrouver chez leurs clients, et notamment, alors, ce sont des clients très importants. Il y a le secteur de l'automobile avec lequel ils travaillent beaucoup, le secteur de l'aéronautique aussi avec lequel ils travaillent beaucoup. Donc, typiquement, c'est un marché. Historiquement, on sait que l'électronique prend une place extraordinaire dans les voitures et dans les avions, mais encore fallait-il, je dirais, avoir un degré d'innovation suffisant et suffisamment intéressant pour pouvoir se démarquer de ses concurrents. Et aujourd'hui, ce qu'on comprend, c'est qu'effectivement, leur développement à l'international et leurs projets de R&D d'innovation sont porteurs et peuvent être intéressants à moyen terme. Exactement, tout à fait. Je passe sur la valorisation. Donc, on a le graphique. C'est donc comme d'habitude, on a d'abord un parcours boursier sur 3 ans qui prend 35,77, sur un an 43,78. Depuis le 1er janvier 2018, 15,60 et en un mois 1,30. C'est très bien. C'est un très beau parcours. Les 40,60 qui ont été atteints début février, c'est un point haut historique. Donc c'est intéressant de le remarquer. Je vous ai mis ensuite un peu comme d'habitude donc ma valorisation par les multiples. Donc je trouve par les pairs, je trouve 36,93, VE sur EBITDA 36,10 qui me fait une moyenne de 36,51. Et typiquement, c'est mon deuxième niveau de résistance, c'est celui que j'ai mis ici. Vous voyez, c'est la deuxième zone de résistance que j'ai mis donc à 36,80 par les DCF. Donc je suis à 33,32. Mes hypothèses de travail, je suis sur 10 exercices. Je prends une croissance moyenne de chiffre d'affaires de 12,2. Alors là, 12,2, je suis peut-être un peu optimiste, mais je suis volontairement optimiste dans la mesure où, comme je vous ai expliqué, comme on le voit, les marges opérationnelles, moi je les calcule entre 1,60 et 4,39%, donc c'est vraiment pas beaucoup. Et donc, typiquement, pour trouver, je dirais, de l'élan, pour trouver, je dirais, des arguments financiers et comptables qui me permettent d'aller chercher un 33,32 en DCF, je suis obligé d'avoir une croissance moyenne de chiffre d'affaires un peu supérieure à ce qu'ils annoncent. Là, ils sont donc entre 7 et 8, ils annoncent 9. Aujourd'hui, ça peut se tenir, mais il faudrait encore des relais de croissance plus importants, qui nous expliquent et qui nous les matérialisent plus. Voilà, le coût du capital 5,95, qui est peut-être un peu faible comparé à d'autres qu'on a vus précédemment. Le bêta retenu 0,94, ma prime de risque est de 7,27, calculée sur 115 entreprises composant le SBF 120. Donc, quand on regarde techniquement, on voit que le cours évolue dans une zone de repli comprise entre 29 et 33,90 euros le titre. Les 33,90, pour moi, c'est une résistance. J'ai placé ce niveau de résistance là parce que, c'est peu ou prou mes 33,32 en DCF. C'est quasiment la même chose, donc pour moi ça semble assez intéressant. Donc si la société arrive à dépasser ce premier niveau de valorisation et ce premier niveau technique, on pourrait très bien aller chercher les 36,80 dans un deuxième temps, ce qui correspond
à ma deuxième zone de résistance calculée par les multiples. Ceci étant, techniquement, on voit que le groupe, depuis très récemment, hein, c'est très récent, mais le groupe évolue sous ses moyennes mobiles court terme et long terme, ce qui peut augurer d'une tendance baissière, à très court terme, et donc pourquoi pas aller chercher les 29 € le titre, quand aujourd'hui on sait que l'ensemble des sociétés cotées, hein, toutes les actions sont un peu chahutées par ce que vous nous rappeliez encore juste avant que j'intervienne, la bataille commerciale, la guerre commerciale entre Trump et la Chine, qui va avoir des répercussions évidemment sur beaucoup de secteurs d'activité, et donc les modèles sont encore en train de tourner pour savoir quel va être l'impact. En tout cas, toujours est-il que cette ambiance un peu, je dirais, morose incite certains investisseurs à se détourner, à prendre leurs bénéfices sur ces sociétés qui sont de bonnes sociétés, qui ont des pertes faibles, mais à prendre leurs bénéfices et voir un peu dans quelle direction ça va aller. Donc à court terme, on est peut-être dans une tendance un peu baissière, mais je dirais qu'à moyen et long terme, les fondamentaux sont très bons, et je ne vois pas de raison que le cours n'aille pas chercher les niveaux de 33,90 et 36,80. Ça veut dire que si le cours redescend autour de 29 €, là c'est une bonne opportunité d'achat. Exactement, ça peut être une bonne opportunité parce que oui, effectivement, dans ces cas-là, si on va à 29, on voit que le potentiel de croissance vers les 33,90, c'est important. Donc oui, typiquement, c'est une belle société, c'est une belle ETI française, ETI ou PME, bon, c'est une belle ETI française en tout cas, et qui mérite. C'est une belle ETI, voilà, c'est une belle ETI et qui mérite vraiment toute l'attention des investisseurs parce que c'est un modèle économique qui a du sens, et surtout un management qui sait se remettre en question et qui a réussi à, je dirais, réorienter sa stratégie pour pouvoir dégager de nouveau des marges opérationnelles, et c'est ce sur quoi on s'intéresse, c'est à quoi on s'intéresse majoritairement quand on regarde une société. Merci beaucoup, Louis-Antoine, c'est moi qui vous remercie, analyste indépendant, pour cette analyse très détaillée. Merci.